toujours été silencieusement ou non source de nombreuses critiques auprès des Africains et plus encore par ces temps derniers. Ce sont les vaccins qui sont envoyés en Afrique dans le cadre de la prévention de plusieurs affections, pour la plupart mortelles. Vous le savez, chers téléspectateurs, l'idée est mise selon laquelle un vaccin contre le coronavirus serait expérimenté en Afrique a suscité de vives indignations collectives sur la toile, au point d'emmener les auteurs de cette proposition à présenter des excuses publiques. Mais le débat sur la qualité des vaccins fabriqués et utilisés en Afrique est relancé. C'est le sujet que nous allons aborder dans ce numéro de Santé Plus qui a pour thème la polémique autour des vaccins et si on en finissait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous allons, avec mon invité, essayer d'en savoir plus sur les vaccins, leur processus de fabrication et leur commercialisation. Le docteur Euripide Avokparo, médecin en santé publique, spécialiste en contrôle du risque infectieux, est notre invité. Docteur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi d'être avec vous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. C'est donc parti pour cette émission, mesdames et messieurs. La première rubrique, c'est Actu Santé et cela nous permet d'avoir les informations dans le domaine de la santé. Au Bénin, un nouveau décès lié au Covid-19 a été enregistré le 28 septembre dernier. À ce jour, mercredi 14 octobre 2020, le bilan officiel fait état de 2478 cas confirmés, 2330 guéris, 41 décès et 107 sous traitement. Pour contrôler la propagation du coronavirus, le gouvernement béninois opte pour plusieurs actions. Outre la sensibilisation des populations sur les mesures barrières, de nouvelles mesures sont définies pour les voyageurs en partance ou ayant pour destination le Bénin. Il s'agit de la numérisation des conditions à remplir en vue du dépistage des voyageurs. Cette réforme vise à faciliter donc les procédures des dépistages des voyageurs et à éviter les longues files d'attente à l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganty de Cotonou. En prélude à la cérémonie de lancement officiel de sa session locale prévue pour le 17 décembre prochain, le réseau francophone international pour la promotion de la santé Côte d'Ivoire lance une initiative appelée le Café des leaders en collaboration avec des infirmiers et infirmières ivoiriens. Une rencontre périodique de 3 mois d'échange, de partage, de renforcement des capacités de plusieurs leaders répartis sur le territoire national. En France, indicateurs sanitaires en nette dégradation. Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense pour identifier les mesures à prendre face au rebond épidémique actuel. On parle de plusieurs postes, des reconfinements, des couvre-feux locaux ou encore la fermeture des commerces. À la suite d'Actu Santé, nous allons écouter quelques citoyens béninois sur la thématique du jour. C'est dans Opinion. À ma compréhension, un vaccin, c'est une préparation d'un ou de plusieurs antigènes utilisés pour induire une immunité durable et protectrice de l'organisme. Selon moi, c'est quelque chose qu'on vaccine les gens parce que si quelqu'un est malade, ce qu'on fait pour qu'elle soit en bonne santé, on le vaccine. C'est ça, selon moi, c'est comme ça. Le vaccin, c'est une molécule inoculée dans le corps des êtres humains. Lorsqu'on veut réaliser un vaccin pour le choléra, par exemple, on se sert d'une substance, franchement, je ne m'en souviens pas. Non, je ne sais pas. Selon moi, je pense que c'est on essaie de trouver ce genre de molécules de maladie. Si je peux prendre un exemple,
la molécule de la rougeole, par exemple, on les met dans les chambres froides et on les conserve dans les chambres froides pour une utilisation ultérieure. Et pour la vaccination de la rougeole, par exemple, on vous inocule le mal au fait de la rougeole dans votre corps, le temps d'immuniser votre corps à la maladie qui viendra plus tôt ou plus tard. Docteur, voilà, vous venez de jauger la connaissance de quelques Béninois sur le vaccin. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces affirmations? Je vous remercie. Il est quand même intéressant de voir que les gens ont certaines connaissances quand même sur ce que c'est qu'un vaccin. Il y a des notions importantes qui sont préparation antigénique, par exemple, que j'ai entendu chez le premier intervenant. La dernière intervenante aussi a parlé d'inoculation. Elle a parlé d'inoculation du mal. C'est caricatural, mais l'idée y est. Le thème approprié. Et voilà, l'idée y est. Le fait de vacciner, c'est de mettre l'organisme en contact avec un microbe dont on diminue la dangerosité par diverses techniques. Il peut s'agir de microbes entiers dont on diminue la dangerosité en mettant certaines substances sur elle, sur lui plutôt. Et il peut s'agir d'une partie du microbe, l'enveloppe par exemple, qui entraîne une réaction immunitaire connue. Donc on met cette partie du microbe on conditionne d'une certaine manière à ce que ce soit stérile et on l'injecte dans l'organisme humain de manière à apprendre à l'organisme à lutter contre ce microbe-là quand il sera réellement en face de lui. Donc il y a un système de mémoire immunitaire qui se met en place. Quand l'organisme arrive à reconnaître que c'est tel microbe, c'est de telle manière que je peux arriver à le vaincre, alors là, quand l'organisme sera en contact avec ce microbe dans la réalité, il pourra réagir de façon efficace. Donc, caricaturalement, c'est le principe de la vaccination. C'est quoi le vaccin, concrètement? Alors, c'est comme le premier intervenant l'a dit, c'est une préparation antigénique dont le but est de préparer l'organisme à une réaction efficace quand il sera en contact de l'agent pathogène même. Dans quelles circonstances en a-t-on besoin? Tel que je viens de l'expliquer, si vous voulez, normalement, on devrait avoir besoin de vaccins pour toutes les maladies. Malheureusement, on n'arrive pas à élaborer des vaccins pour toutes les maladies parce que chaque microbe a ses spécificités. Il y a des microbes qui sont plus faciles des microbes pour lesquels l'organisme crée plus facilement des substances qu'on appelle des anticorps qui arrivent à lutter contre, et d'autres pour lesquels il est plus difficile. Ou, par exemple, le paludisme, vous voyez les ravages que le paludisme fait dans le monde. Vous convenez avec moi que l'une des premières maladies pour lesquelles on aurait besoin d'un vaccin, c'est le paludisme. Mais force est de constater que depuis des dizaines d'années qu'on fait des recherches, ça n'aboutit pas. Voilà, ça n'aboutit pas à cause de la spécificité du parasite qu'est le plasmodium. Le type d'immunité qu'il faut pour lutter contre le plasmodium, c'est pas facile de le reproduire dans l'organisme. Les anticorps qui doivent lutter contre le plasmodium, ils n'arrivent pas à réellement débarrasser l'organisme de ce parasite-là. Et voilà. Donc, on a besoin, normalement, on peut avoir besoin de vaccins pour toutes les maladies, mais on n'arrive pas à mettre au point des vaccins pour tous parce que ce n'est pas vraiment évident. Alors, docteur, qui sont ceux qui sont aptes pour faire des recherches dans le cadre de la fabrication d'un vaccin?
La fabrication, la mise au point d'un vaccin, c'est un processus multidisciplinaire qui met en jeu plusieurs spécialités. Il faut des biologistes, souvent l'immunologie, la biologie moléculaire, il faut des cliniciens qui vont utiliser ces vaccins en milieu réel, pouvoir l'injecter à des personnes et voir sur plusieurs étapes quel serait le résultat final. Est-ce que le vaccin marche, est-ce qu'il ne marche pas? Donc c'est multidisciplinaire. Nous avons ces compétences qui peuvent être retrouvées dans le monde entier, mais aussi au Bénin. Est-ce que nous en avons? On en a au Bénin. Et il faut dire, il y a plusieurs phases pour la mise en place d'un vaccin, pour la mise en œuvre d'un essai vaccinal, par exemple. Il y a la conception du vaccin qui nécessite quand même une technicité et un plateau technique vraiment spécifique avec des normes internationales bien définies qui font que dans nos pays, nous ne pouvons pas mettre au point des vaccins. Donc c'est les grands laboratoires pharmaceutiques qui financent la mise au point de ces vaccins. Et quand la préparation vaccinale est connue, on la teste sur plusieurs étapes. D'abord chez les animaux et ensuite chez les hommes. Donc sur plusieurs étapes, comme on aura peut-être l'occasion d'aborder au cours Alors, de l'émission. outre ces grands laboratoires pharmaceutiques qui ont pignon sur rue, quels sont les organismes qui financent les vaccins? Alors, La fabrication des vaccins. La fabrication des vaccins, c'est un processus très coûteux. C'est les grands laboratoires pharmaceutiques qui, la plupart du temps, étudient certaines molécules pour voir si, après plusieurs étapes, ces molécules-là peuvent aboutir à la fabrication d'un vaccin. À part ces grands laboratoires pharmaceutiques, il y a des fondations. La plus reconnue actuellement, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, qui finance beaucoup la santé, notamment l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs autres institutions que la fondation Gates finance. En Europe, il y a des institutions comme European Vaccine Initiative ou bien une institution qu'on appelle la CEPI, qui est une coalition pour la préparation, une coalition qui sert à préparer des vaccins pour les maladies émergentes, comme l'Ebola, la fièvre Lassa et récemment le coronavirus. Tout ce qui peut créer des épidémies. Voilà. Donc, ces organismes financent la fabrication des vaccins et il y a des laboratoires qui compétissent pour pouvoir avoir ces financements-là et faire le travail de mise au point des vaccins. Ensuite, l'expérimentation, c'est-à-dire l'évaluation de l'efficacité ou de plusieurs autres paramètres. Par l'efficacité, il y a la tolérance, c'est-à-dire quand on injecte un vaccin, ça peut induire une douleur, ça peut induire une fièvre, etc. Les effets secondaires? Voilà. Tous ces paramètres-là doivent être évalués et c'est... lors des essais cliniques? Voilà, lors des essais cliniques, suivant plusieurs étapes. D'abord, chez les animaux, il y a des paramètres qui sont recherchés. Nous allons en venir. D'accord. Okay. Nous allons en venir. Parlant du produit proprement dit, et dites-nous comment fabrique-t-on un vaccin? Alors, la fabrication d'un vaccin part de l'agent pathogène. Ça peut partir de l'agent pathogène, c'est-à-dire du microbe, qui entraîne la maladie liée à... Enfin, la maladie qu'on veut éviter en faisant ce vaccin-là. Si c'est par exemple la tuberculose, on va prendre
le bacille qui est responsable de la tuberculose, et l'étudier et voir quelle est la partie de ce microbe, de ce bacille qui est plus facilement attaquable par l'organisme. Où est-ce qu'on peut attaquer pour vaincre ce microbe-là? Ça se passe dans les in vitro. Enfin, ça se passe, c'est pas dans l'organisme. Dans les laboratoires? Dans les laboratoires, on arrive à déterminer les parties, les antigènes de ce microbe, mais de ce petit agent pathogène qui vont induire une réponse immunitaire suffisante. Quelle est la partie de ce microbe que quand l'organisme voit, l'organisme reconnaît et peut attaquer de façon massive et arriver à le vaincre. Voilà. Et donc, quand cette partie du micro-organisme est repérée, on synthétise cette partie-là et on arrive à la produire en quantité suffisante pour pouvoir l'inoculer sous forme de produit. Alors, quand le produit, la préparation antigénique est obtenue, on passe à la phase d'évaluation, la phase d'expérimentation. J'aime pas trop le mot expérimentation parce que c'est un peu péjoratif, je vais plutôt utiliser l'évaluation. Chez les animaux qui sont le plus souvent utilisés, c'est les souris et les singes. Les souris et les singes ont une physiologie qui est un peu qui ressemble un peu à celle de l'homme. Et bon, c'est pas toutes les souris, des souris spécifiques. Et on recherche la toxicité du médicament. On voit quelle est la dose. Enfin, si je prends les médicaments par exemple, on voit quelle est la dose de ce produit-là qui peut entraîner la mort. Parce que quand on met un médicament ou un vaccin sur le marché, il faut qu'on sache quelle dose il ne faut pas dépasser. Donc, quand on connaît cette dose-là chez les souris ou chez les singes, on peut extrapoler chez l'homme pour se dire, connaissant la similitude entre la physiologie de ces animaux et celle de l'homme, telle quantité de tel médicament peut aussi entraîner la mort chez l'homme. Il faut absolument éviter d'arriver à cette dose quand on administre. Ensuite, on regarde la cinétique. Quand on injecte le médicament ou le vaccin, par quelle voie, par quel appareil de l'organisme il passe avant d'être éliminé? Quelle est la dose qu'on atteint dans le sang quand on injecte telle dose du médicament à la souris ou au singe? Pour savoir, pour faire l'extrapolation chez l'homme et savoir quelle est la dose de médicament ou de vaccin qu'il faut administrer pour espérer obtenir telle concentration dans le sang. Quand on finit, ça c'est les études de toxicité, on les fait chez les animaux parce qu'on ne peut pas les faire chez l'homme. Directement sur l'homme. Voilà. Quand on finit les études de toxicité, on vient chez l'homme et il y a 4 phases qui peuvent durer plusieurs années. Ça dure habituellement plusieurs années parce qu'il faut plusieurs contrôles avant de pouvoir conclure que le médicament est efficace. Combien environ? Il y a 4... le nombre d'années, oui. Ça peut prendre 5 à 10 ans. Hein. Oh, donc vous voulez nous dire que pour le coronavirus... Ah mais non. On en aura pour autant d'années? Non, justement, on est dans une situation d'urgence où parfois les règles qui ont été établies, il faut pouvoir les assouplir sans prendre le risque de produire un vaccin qui n'est pas de qualité. Alors, donc il y a une première phase, normalement, qui est la phase 1 des essais vaccinaux, qui consiste à recruter environ quelques dizaines d'individus pour voir, si c'est le cas des vaccins, en restant dans le cas des vaccins,
la capacité de la substance antigénique à induire une réponse immunitaire chez l'individu. Et le deuxième objectif, c'est la tolérance, c'est-à-dire voir les effets secondaires qui apparaissent. Et il y a une surveillance vraiment stricte qui caractérise ces essais parce que, c'est vrai qu'on a fait déjà les études chez les animaux, mais on ne connaît pas encore les effets chez l'homme. Cela se fait dans un milieu où on peut réanimer très rapidement, où c'est une surveillance vraiment stricte, mais tout en ayant conscience, enfin, le participant a conscience du fait qu'il peut y avoir n'importe quelle complication et à même n'importe en quel partie. moment. Donc le participant, on lui a le droit d'avoir toute l'information par rapport aux produits d'investigation et à toute une documentation qui doit lui être remise, et on doit s'assurer qu'il comprend parfaitement les risques éventuels liés à la participation à cet essai de phase 1. Je crois savoir que ce n'est pas aussi gratuit. Alors, la notion de gratuité, elle est relative. On ne paye pas quelqu'un pour participer à une recherche. C'est d'ailleurs l'un des principes de la recherche. Il y a l'éthique de la recherche qui veut que la motivation à participer à une recherche ne soit pas fondée sur le fait d'être rémunéré. Alors, souvent, pour les études de phase 1 où on n'a pas encore de connaissances approfondies sur la maladie, on suppose que la personne prend un risque, et ce risque-là est un tant soit peu quantifié sans excéder. Il y a la législation dans les pays, ça dépend des pays, sans excéder un certain montant. On rémunère le temps que la personne a consacré à venir sur le site de l'essai, le temps mis parce que quand on injecte, il faut surveiller la personne pendant quelques heures, déjà dans le centre, et après, quand la personne rentre, il faut l'appeler. Alors, nous avons eu à faire un essai vaccinal il y a 4 ans de cela, à l'Institut de recherche clinique du Bénin, où on a évalué la tolérance et l'immunogénicité de candidats vaccins pour le paludisme placentaire. Ce n'est pas un vaccin qui est déjà sur le marché, les études continuent. Donc c'est pour vous dire qu'au Bénin aussi on a les capacités de le faire. Il suffit de bien suivre les recommandations internationales par rapport à ça. Donc, encore que nous avons les hommes qu'il faut pour. Voilà. Après la phase 1, il y a la phase 2 qui ressemble un peu à la phase 1, mais qu'on fait sur plusieurs centaines de personnes. Et après la phase 3, où on teste l'efficacité réelle sur les patients. Et ça se fait sur des milliers d'individus. Donc, vous allez constater qu'il y a plusieurs médicaments dont on dit qu'ils sont efficaces contre le coronavirus, mais on s'étonne du fait que certaines personnes ne soient pas d'accord pour qu'on l'utilise tout de suite. Pour certains gouvernements. Voilà, certains gouvernements. C'est parce qu'il y a toutes ces règles-là. Il faut plusieurs phases, il faut tester sur un certain nombre de participants, voir les effets secondaires qu'il pourrait y avoir. Donc, il y a ce qui doit être et ce qu'on peut faire en cas d'urgence. Donc, certains préfèrent faire ce qui doit être fait normalement pour ne pas... s'il y avait des complications inattendues, qu'on ne dise pas qu'on s'est précipité alors qu'on savait qu'il y avait des règles à suivre. Et d'autres disent que face à l'urgence, on peut utiliser un produit expérimental pour sauver les gens, puisqu'on n'a pas autre chose. Ça, c'est déjà fait dans le cadre de la lutte contre la fièvre Ebola, où le vaccin qui a été utilisé pour soigner les gens
Ce n'était pas un vaccin qui est arrivé à la phase 3. C'était un vaccin qui n'était pas encore complètement, c'était pas comme issu du marché, mais puisque on évalue le bénéfice et le risque, on se dit mieux vaut utiliser un vaccin qui n'est pas encore arrivé à la phase finale, en espérant sauver des vies, plutôt que d'attendre et de dire qu'on n'a pas encore complètement fini les phases d'évaluation du Mais vaccin. c'est un risque. Vous reconnaissez, docteur, que si c'était sous d'autres cieux, le fait, en parlant de ce vaccin précisément, cela a entraîné au cours de la phase d'expérimentation des décès. Mais si c'était sous d'autres cieux, vous savez que systématiquement, on mettait un terme à ce processus-là, au moins momentanément. Oui, bon, sous d'autres cieux, bon, il faut dire que c'était une circonstance exceptionnelle, hein, c'était sous l'égide de l'OMS et je pense qu'il y avait un comité d'experts qui veillait à enregistrer les effets secondaires qu'il pouvait y avoir. Les décès qu'il y a eu, on peut l'imputer au vaccin, comme on peut se demander si ce n'est pas le cours normal, parce que l'Ebola est vraiment à une létalité élevée, près de 50%. Donc, parfois, les autorités sanitaires au niveau mondial sont dans cette ambiguïté-là où est-ce qu'il faut laisser les gens mourir ou bien utiliser ce qu'on a sous la main. Donc, c'est parfois difficile de faire un choix. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'anticiper. Et c'est pourquoi il y a des observatoires, c'est pourquoi il y a des laboratoires qui étudient l'évolution des agents pathogènes pour voir si, dans 5 ans, dans 10 ans, quel est le risque qu'il y ait la survenue d'une maladie émergente. Et dès qu'on identifie un agent pathogène qui peut être source d'une maladie émergente, il y a la recherche qui se met en place pour pouvoir anticiper et élaborer un vaccin contre voilà. Cette affection-là. En parlant, docteur, d'expérimentation ou du processus d'expérimentation, est-ce que la polémique qu'entraîne le processus d'expérimentation contre le coronavirus a lieu d'être? Déjà, l'expérimentation, je disais tout à l'heure, le mot est un peu péjoratif. Quand on dit expérimentation, on se dit, voilà, les hommes seront pris pour des cobayes, etc. Je préfère... Et c'est ça la polémique d'ailleurs. Mais est-ce que ça a réellement sa raison d'être? Alors, nous sommes en face d'une situation où des collègues ont émis une opinion d'une manière tout à fait condamnable, parce que il y a ce qu'on appelle l'éthique de la recherche. Il y avait une situation dans le monde où quand les vaccins ou bien quand les médicaments sont mis au point, dans certains milieux, le produit final de cet essai vaccinal-là ne peut pas être mis à disposition des utilisateurs finaux. Donc, il y avait un terme, l'Afrique est le laboratoire, alors que les médicaments sont au nord. Donc, il y a ce contexte qui a favorisé, je vais dire, ce lever de bouclier. Mais quand on regarde de plus près, en fait, la recherche en Afrique est le parent pauvre, hein, sur la multitude d'essais cliniques qui se font dans le monde. À peine, même pas 5% ne se font en Afrique. La plupart des essais se font en Europe, dans les pays développés. Et même par rapport au coronavirus, il y a actuellement près de 400 essais thérapeutiques dans le monde. En Afrique, il n'y en a pratiquement pas.
alors que pour mettre au point un médicament, un médicament, il faut qu'il tienne compte de la spécificité de tous les individus dans le monde. Par exemple, il y a certains antihypertenseurs, certains médicaments contre la tension artérielle qui sont plus efficaces chez les Européens que chez les Africains. Parce que au moment de la mise au point de ce médicament, on n'a peut-être pas inclus des sujets africains. Et donc, la spécificité génétique des sujets africains n'a pas été testée pour adapter le médicament final. Donc, dans le milieu de la recherche, en fait, nous militons pour que de plus en plus des recherches se fassent en Afrique, pour que le produit final de la recherche puisse prendre en compte toute la diversité génétique mondiale et que des médicaments qui ont fait leurs preuves ailleurs ne viennent pas ici et ne soient pas efficaces. Mais toute recherche doit se faire suivant des règles éthiques. Et de plus en plus, dans les pays africains, on a des comités d'éthique composés d'éminents chercheurs dont le rôle est de veiller... Mais qui sont pour la plupart corrompus. Pas du tout, je vous en prie. Les comités d'éthique, leur rôle, c'est de veiller à ce que l'intérêt du participant soit garanti, veiller à ce que on tienne compte de l'information. Il faut que le participant qui prend part à un essai ait toute l'information, qu'il comprenne les implications de sa participation à l'essai, qu'on ne vienne pas prendre des gens dans un village seulement qu'on leur injecte un médicament. Ça ne peut pas se faire au Bénin, par exemple. On a un comité d'éthique national qui est composé des représentants du ministère de la Santé, des religieux, presque toutes les composantes de la société, à qui on soumet toute étude qui doit être faite dans le pays, que ce soit... C'est comme ça dans tous les pays, mais pourtant, à Conakry, par rapport à Ebola, il y a eu des décès. Non, mais je viens de vous expliquer que c'était, par rapport à Ebola, c'était un contexte spécifique où l'OMS devait décider s'il fallait utiliser un médicament qui n'était pas... Justement, mais Voilà. est-ce que ces personnes dont vous parlez, est-ce qu'ils ont joué leur partition? C'est un risque. Et si ça ne prenait pas? Ben, ça, c'est un cas particulier d'une pandémie. Je parle de ce qui se fait normalement. Donc, il y a un comité d'éthique. Au Bénin, on en a 3. Le comité d'éthique national, un comité d'éthique à l'Institut de sciences biomédicales appliquées, un autre à l'Université de Parakou. Donc, le rôle de ces comités d'éthique, c'est de veiller à ce que les participants soient respectés et dès qu'il y a le moindre effet secondaire au cours d'une étude, le comité d'éthique doit être averti et s'il faut prendre des mesures conservatoires. Il y a plusieurs études qui s'arrêtent. Il y a beaucoup d'études qui s'arrêtent parce qu'il y a un effet secondaire inattendu qui est survenu et les chercheurs sont formés pour respecter aussi ces principes éthiques-là. Et lorsque vous avez un effet secondaire, vous devez déclarer obligatoirement vous devez informer aussi bien celui qui a financé que votre comité d'éthique national. Et en attendant, vous arrêtez l'étude et un comité d'experts statue pour voir si l'effet qui a été remarqué est lié ou non au produit d'investigation qui est en train d'être évalué. Et si c'est le cas, il y a des mesures conservatoires. Ce produit est retiré, ce qui a entraîné cet effet secondaire est recherché et puis une autre formulation du produit est faite. On peut continuer l'étude comme l'étude peut s'arrêter. Donc il y a toutes ces régulations qui sont mises en œuvre pour
protéger le participant afin qu'il n'y ait pas de déviation. Alors, tout processus mis en place a forcément des faiblesses. Et donc, les firmes pharmaceutiques recherchent de la facilité et ont tendance à aller dans les pays où la régulation n'est pas aussi forte. En Europe et aux États-Unis, la régulation sur rigoureuse. Voilà, mais ça s'est fait au fil du temps. Parce qu'il y a eu plusieurs accidents comme ça. Il y a certains médicaments qui ont entraîné, après leur mise sur le marché, des malformations congénitales chez des enfants, par exemple. Ce qui a fait que les règles se sont renforcées dans ces pays-là. Et au fur et à mesure, dans les pays du Sud comme les nôtres aussi, les règles se renforcent. Les comités d'éthique s'installent et sont de plus en plus outillés pour veiller à ce que la recherche clinique se fasse dans les règles de l'art. Voilà qui est dit. Docteur, dites-moi de façon très claire et de manière succincte, est-ce que les Africains ont à craindre par rapport à la phase d'expérimentation du vaccin qu'on pourra trouver contre le Covid-19? Il n'y a pas de crainte en fait à avoir. Je pense que la communauté scientifique est vraiment sur le qui-vive pour que il n'y ait pas de dérive en ce qui concerne l'évaluation des vaccins. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas à se focaliser, il n'y a pas à se faire fixation sur le fait que les vaccins sur le coronavirus vont être expérimentés en Afrique. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Comme je vous l'ai dit, dans le monde, il y a près de 300 essais. Il y a des médicaments qui sont évalués, il y a des vaccins. Il y a 6 vaccins qui sont entrés soit en phase 1 et en phase 2. Aucun essai ne se fait en Afrique. C'est aux États-Unis, en Corée du Sud, en Australie, en Europe. Donc, pour le moment, c'est en phase 1 et phase 2. Et quand ce sera en phase 3, le souhait, c'est que ça puisse venir en Afrique. Parce que tout le monde entier est affecté par le coronavirus. Il faut qu'on puisse évaluer le vaccin dans tous les contextes pour pouvoir tirer des conclusions. Des conclusions qui peuvent s'appliquer aussi bien en Europe qu'en Afrique. Je pense que au-delà du vaccin contre le coronavirus, la vaccination, c'est l'action de santé publique qui a le plus sauvé dans le monde. Jusque dans les années 40-50, même en Europe, les gens mouraient. Ils mouraient de tout et de rien. Des pathologies infectieuses, ça tuait. Actuellement, avant qu'un enfant commence la maternelle en France, par exemple, s'il n'a pas fini ses vaccinations obligatoires, il ne commence pas la maternelle. On ne lui donne pas l'autorisation de commencer. Parce qu'ils ont compris l'utilité de la vaccination. De vacciner. Parce qu'ils ont... Vous savez, au Moyen-Âge, il y a une épidémie qu'on appelle la grippe espagnole qui a tué un tiers de l'Europe. Un tiers de l'Europe, c'est rien par rapport à ce que le coronavirus est en train de faire, en fait. Alors, ils ont été suffisamment sensibilisés par rapport à la gravité des pathologies infectieuses et les vaccins sont obligatoires. Alors, il y a la variole qui a été éradiquée grâce à la vaccination. La poliomyélite actuellement est en phase d'éradication. C'est une maladie qui handicape les enfants et qui, sur le plan socio-économique, est un grand frein pour le développement. Mais grâce à la vaccination, aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de cas de polio dans le monde. C'est les foyers où il y a la guerre, où on n'arrive pas à faire les campagnes de vaccination de façon régulière. C'est dans ces endroits-là qu'on a encore quelques cas. Sinon, l'éradication de la poliomyélite était possible, et encore possible, enfin, était possible il y a quelques années,
et avec les stabilités mondiales, bon, même au Bénin, c'est au nord, c'est on n'a plus de cas de polio. Le polio, c'est tout à fait vrai. Avant de poursuivre cette émission, je voudrais savoir si toutes les conditions sont remplies pour pouvoir vérifier la qualité des vaccins qu'on nous envoie au Bénin. Alors, pour vérifier la qualité des vaccins, il y a plusieurs niveaux hein, de contrôle. Déjà, la commande des vaccins, si je prends par exemple les vaccins qui sont utilisés dans le programme élargi de vaccination, c'est l'UNICEF qui aide le Bénin à entrer en possession de ces vaccins-là par le mécanisme d'achat mis en place par la Gavi. Gavi qui est une alliance globale pour mettre à disposition des pays les plus pauvres les vaccins contre les maladies infectieuses qui tuent l'enfance. Donc, Gavi achète les vaccins en gros, ce n'est pas pour le Bénin seul par exemple, c'est pratiquement pour tous les pays sous-développés. Donc le même lot sera pour tous les pays en même temps, donc les mêmes mécanismes de contrôle qui sont mis en œuvre en amont, valent pour tous les pays. Et quand ça vient dans le pays, il y a la direction des pharmacies qui a son mécanisme de contrôle pour s'assurer que tous les médicaments qui entrent dans le pays sont de bonne qualité. La concentration des médicaments qu'il y a à l'intérieur des échantillons, est-ce que c'est la bonne, est-ce que quand on dose, on arrive à trouver la même concentration, etc. Donc, tous les médicaments qui entrent doivent avoir leur autorisation de mise sur le marché, délivrée par la direction des pharmacies. Et donc, de façon réglementaire, on peut faire confiance à nos autorités pour se dire que les vaccins qui entrent dans le pays sont de bonne qualité. Docteur, nous allons prendre en compte les préoccupations de quelques citoyens béninois qui ont posé des questions afin que vous y répondez. Tout de suite, nous allons écouter quelques citoyens. Bonjour à vous, je salue tout le monde, ceux qui sont à l'écoute d'Eden TV. Aujourd'hui, nous traversons comment dirais-je, une situation qui nécessite des vaccins. Et je me demande aujourd'hui s'il y a des Béninois, s'il y a des chercheurs, je dirais, ou scientifiques béninois qui sont à la recherche des vaccins. Et si oui, quel soutien l'État béninois leur apporte ou met à leur disposition? Puisque, je n'ai pas sans savoir, hein, sans ces vaccins, tout le monde risque de ne plus vivre. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le vaccin a des conséquences nocives sur la santé des adultes vaccinés dès le bas âge? Est-ce possible que le vaccin soit un instrument que pourraient utiliser les grandes puissances pour dépeupler l'Afrique? Voilà, docteur, en lieu et place des internautes, des questions des internautes, nous avons récupéré les questions de quelques citoyens béninois. Le premier voudrait savoir s'il y a des chercheurs ou scientifiques béninois qui s'attellent à la recherche des vaccins au Bénin. Vous avez plus ou moins répondu déjà à cette question, je l'avoue. Quel est le soutien que le gouvernement béninois leur apporte? C'est ça qui m'intéresse. Alors, comme je vous l'ai dit, la recherche a plusieurs étapes. Donc, la mise au point des vaccins, les scientifiques béninois, enfin, il n'y a pas, à ce que je sache, un institut de recherche au Bénin qui s'attelle à la mise au point d'un vaccin actuellement contre le coronavirus. Mais on a plusieurs instituts de recherche qui peuvent se positionner pour les essais cliniques. D'accord ?
Alors le gouvernement, le soutien que le gouvernement apporte aux instituts, c'est le cadre déjà réglementaire, déjà la stabilité du pays. Aucun essai, aucune firme, aucune institution ne va se mettre en partenariat avec un centre de recherche au Bénin si le pays n'est pas stable, si on n'a pas la certitude que l'essai ira à son terme. Deuxièmement, c'est le cadre réglementaire. Nous avons un comité d'éthique nationale au niveau du ministère de la Santé qui est un gage de confiance aux partenaires qui vont s'intéresser au pays. Plus on voit que le pays a une réglementation qui va favoriser, comment dirais-je, un aboutissement heureux à un essai clinique, plus des partenariats nord-sud pourront se faire pour que des institutions du pays puissent participer aux essais. La deuxième question, est-ce possible que le vaccin soit un instrument que pourraient utiliser les grandes puissances pour dépeupler l'Afrique? Alors ça, c'est une idée qui revient souvent, et pas seulement sur les vaccins, tout médicament. Nous, on est souvent confrontés à ça. Les campagnes, quand on fait des campagnes de masse de distribution de médicaments pour prévenir certaines maladies, on a souvent ce retour de la population qui dit « Ah, mais ces maladies, non, ces médicaments sont envoyés par les Blancs pour nous tuer, etc. » C'est légitime, c'est la crainte de l'inconnu. On ne sait pas, ça c'est un élément exogène qu'on va ingérer ou bien qui nous sera inoculé. C'est la peur de l'inconnu, c'est totalement normal. Mais j'aimerais être rassurant pour dire que les puissances occidentales n'ont pas intérêt à ce que nous disparaissions de la Terre. Hein. Il faut un marché pour consommer les biens manufacturés qui sont produits. Il faut, si ces pays voulaient nous dépeupler, il y a plusieurs manières. C'est pas tout ce que nous achetons, les boissons, les aliments, on importe presque tout. Alors, donc ils ont ces moyens pour pouvoir atteindre leurs objectifs si c'était vrai. Si c'était vrai. Donc le tout se fait dans un objectif de santé mondiale. Si on partage des médicaments ou si on fait un vaccin pour pouvoir protéger la santé des individus, puisque nous-mêmes, nous n'avons pas actuellement la capacité de produire de bout en bout ces médicaments ou ces vaccins-là, ils vont forcément venir de l'étranger, ils vont forcément venir de l'Europe ou des États-Unis. Peut-être qu'il faut qu'on travaille nous-mêmes pour pouvoir avoir toute la chaîne de fabrication des médicaments et des vaccins. Voilà. La dernière question, que répondez-vous à ceux qui pensent que le vaccin a des conséquences nocives sur la santé des adultes vaccinés dès le bas âge? Très rapidement. C'est tiré par les cheveux, là. Alors, le vaccin, le vaccin inoculé depuis l'enfance aura des conséquences sur l'adulte. Oui. C'est totalement tiré par les cheveux. Je ne vois aucun lien entre un vaccin. Déjà, un vaccin, c'est pour protéger. C'est le contraire, en fait. C'est pour empêcher la survenue d'une maladie. Un adulte, arrivé à l'âge adulte, en fait. Oui, souvent on dit que c'est à cause de tous ces vaccins qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à forcément procréer en tant qu'adultes. Non, il n'y a aucun lien scientifiquement prouvé. Au contraire, la vaccination, ça a tellement de bienfaits. C'est l'action de santé publique qui a révolutionné le monde. Voilà qui est dit. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission, mais avant de partir, votre mot de fin, docteur.
Alors, mon mot de fin, c'est soyons sereins, ayons confiance à nos autorités sanitaires. En cette période où nous devons être solidaires pour vaincre cette maladie qu'est le coronavirus, une maladie qui teste la résilience de notre système sanitaire et qui ne pourra être vaincue que si chaque citoyen suit les recommandations que le gouvernement a éditées, c'est-à-dire les mesures barrières. Il faut porter un masque en tout lieu dans le cordon sanitaire, ne pas se regrouper, faire des réunions à plus de 10, etc. Et c'est l'occasion de rappeler tous les bienfaits de la vaccination. Ces polémiques par rapport à l'utilité ou non des vaccins, il ne faudrait pas que ça affecte nos mamans qui vont commencer par rater leur rendez-vous de vaccination de leurs enfants, de peur que les vaccins entraînent des conséquences. La stérilité de leur fille. Voilà, donc il n'y a pas de peur. Les vaccins, ça a tellement fait ses preuves que en Europe, je vous l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas commencer la maternelle ou le primaire sans avoir fini tes vaccinations. Si ce n'est pas fini, l'enfant ne peut pas commencer. Donc, ils ont compris qu'il fallait prendre des mesures hardies pour obtenir des résultats. Voilà. Voilà, merci Dr Avokparo. C'était Santé Plus. À la prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.